Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture dans lequel je viens vous parler d'une petite série de livres pas toujours réjouissants au niveau du thème, puisque ce sont souvent des thrillers ou des livres un petit peu glauques. Je pense que dans la série il doit y avoir deux livres un peu plus joyeux. Donc on va tout de suite commencer. Comme je vous avais dit dans la dernière vidéo point lecture, je vais vous insérer deux livres en fait qui datent d'il y a assez longtemps, donc que j'ai lu au cours du mois de juin-juillet. Donc je vais commencer par ces deux livres. Le premier, en fait, c'est plutôt une petite saga, vu que j'ai lu les 3 premiers tomes d'une saga de manga. Donc pour ceux qui n'aiment pas les mangas, je les ai mis en premier lieu, comme ça c'est fait. Donc il s'agit de la saga Remember, donc le tome 1, le tome 2 et le tome 3. Donc ça vient d'un roman d'un certain Wilzar, qui est publié chez Lumen notamment. Au dessin, nous avons Katsutoshi Murase. Alors, de quoi parle Remember? C'est une malédiction sur un lycée, notamment sur plusieurs personnages d'un lycée, puisque toutes les nuits, ils se réveillent dans le lycée et ils sont pourchassés par une petite fillette complètement glauque de 11 ans qui s'appelle Rouge Sang et qui les trucide chaque nuit. Et à chaque fois, ils se réveillent et voilà, ils sont de nouveau confrontés à ces attaques de cette jeune fille. Et donc en fait, qu'est-ce qu'ils doivent faire dans ce lycée? Ils doivent rechercher des parties du corps d'un cadavre. Et donc s'ils arrivent à réunir toutes les parties du corps, ils sont, je pense, libérés de cette malédiction. Et donc chaque nuit, ils se retrouvent confrontés à cette espèce de terreur rouge sang. Moi, c'est une saga que j'ai bien aimée parce que je l'ai trouvée vraiment justement très efficace au niveau du côté flippette. J'ai vraiment bien flippé, notamment une scène avec des cheveux. Ouais, j'ai bien flippé. Les personnages sont glauques, on tourne la page tout d'un coup, tu vois un truc, waouh, tu t'attendais pas du tout. Moi, c'est surtout les regards fixes qui me stressent, surtout dans les mangas et bandes dessinées. Les dessins sont un peu basiques. Voilà, c'est des choses un peu comme ça. Au niveau des mangas, il n'y a rien de transcendant au niveau des dessins, c'est agréable à lire, ça se lit à l'envers comme un manga normal. Donc j'ai lu les 3 premiers tomes, je lirai la suite avec plaisir, et si vous voulez une dose de flippette mais qui se lise très très vite, je vous conseille cette saga, elle est très chouette. Voilà, je pense que j'ai rien d'autre à dire à ce sujet. Voilà, on va vite passer au livre suivant. Et le livre suivant, eh bien, c'est une catastrophe parce que c'est un livre que j'ai lu au mois de juillet. Et autant dans la dernière vidéo, je vous avais parlé d'un livre que j'avais lu en juin et je vous en avais beaucoup parlé. Parce que je m'en souvenais très bien. Et ici, malgré mes notes, malgré tout ce que j'ai écrit, je n'ai aucun souvenir de cette lecture. Donc je peux juste vous montrer que je l'ai lu. Donc je vous le montre, voilà, comme ça vous savez. J'ai lu Tabou de Daniel Thierry. Et je vous avoue que je n'ai aucun souvenir de cette lecture. Je me souviens m'être un peu ennuyée. Je l'ai lu lors de longs trajets et vraiment, je n'ai pas de souvenir. Je sais que j'ai été très déçue, que j'ai mis longtemps à le lire. Dans mes notes, je n'arrive pas à comprendre ce que j'ai écrit non plus, donc c'est assez évident, c'est que le livre m'a pas forcément transcendée. J'ai marqué que ce roman avait quelques longueurs, mais qui garde un rythme constant et agréable. Le titre, oui c'est vrai, j'avais noté que le titre laissait présager un thème complètement épique, un truc un peu what the fuck, tabou, et en fait au final je pense que j'avais été déçue. La fin, j'ai marqué, n'est pas du tout surprenante. J'ai rien compris à mes notes, aux personnages, j'ai oublié tous les personnages, je vous avoue, je n'ai aucun souvenir de cette lecture, donc je vous le montre parce que j'aime bien parler de tout ce que j'ai lu. Mais je vous avoue que c'est intéressant d'avoir un avis après plusieurs mois et de se dire qu'en fait il y a des livres mais qui nous laissent aucune trace. Et celui-là, il m'a laissé aucune trace, donc je suis un peu déçue. Voilà, j'aurais voulu vous en parler un peu plus longuement, mais je ne peux pas. Je vais passer à toutes mes lectures du mois d'octobre et de novembre. Donc on arrive vraiment à tous les livres que j'ai lus jusqu'à aujourd'hui, ce que j'ai terminé aujourd'hui. Je vais faire ça dans l'ordre de lecture, comme ça il n'y a pas de... comme ça il y a des surprises, voilà, je vais pas faire un ordre accroissant selon mon avis ni quoi que ce soit. Je vais commencer par ce que j'ai lu fin octobre. J'ai lu Les loups à leur porte de Jérémy Fell, publié chez Rivage. C'est un livre que j'ai lu parce que j'ai lu Elena de Jérémy Fell. Elena qui a été une énorme claque, je vous en ai parlé dans il y a 2 points lecture pour la rentrée littéraire, et j'ai voulu lire son premier livre qui est un petit peu dans la même ambiance. On retrouve des mêmes endroits et certains personnages qu'on retrouve également dans Elena. Alors j'ai entendu récemment une interview de Jérémy Fell, puisqu'il a été interviewé par l'émission Livré à domicile qui passe tous les mardis
les mardis soirs sur la RTBF. Et en fait il a été invité hier, donc à l'heure où je vous filme la vidéo, et il disait qu'il avait écrit les deux romans plus ou moins en même temps, et ça ne me surprend absolument pas. Alors de quoi ça parle? C'est très difficile de résumer ce livre puisqu'on a plein de personnages. À chaque chapitre on rencontre un nouveau personnage avec une nouvelle histoire. Les chapitres sont parfois un peu courts, parfois un petit peu plus longs. C'est rare qu'on retrouve les mêmes personnages. Alors, donc pour le résumer, le premier chapitre nous fait rencontrer le personnage de Loretta qui vit dans une maison. Et sa maison se fait incendier, son mari meurt, je pense qu'elle meurt aussi. Et on voit son fils qui s'enfuit et on voit que c'est lui qui a brûlé la maison. En tout cas, on pense que c'est lui qui a brûlé la maison. Donc le premier chapitre est consacré à cette Loretta. Et cette maison, c'est la maison qu'on va retrouver dans Elena. On va également retrouver un personnage qui est une sorte d'escorte, un escort boy, je sais plus exactement son métier. Et il va se rendre compte qu'une de ses clientes a un fils et qu'elle maltraite son fils. Et donc il va essayer de sauver ce petit garçon et le prendre avec lui. Donc ça c'est déjà la destinée de deux personnages. Je ne vous dis pas les autres parce que je vous laisse découvrir. Ce que j'ai complètement adoré avec ce livre, c'est que comme dans Elena, on a une écriture que j'ai adorée, hyper accrocheuse, une écriture qui donne envie de lire la suite. On a des personnages très développés. Alors il a vraiment un don exceptionnel pour développer ces personnages. Il disait dans l'interview que c'était ce qui était le plus important pour lui, c'était les personnages, et ça ce sont très forts, ils sont très bien décrits. Il n'a pas besoin de 36 000 mots pour qu'on comprenne qui sont les personnages. On s'attache à tout le monde, même les plus épouvantables personnages. Chaque chapitre est donc un nouveau personnage et donc on a à chaque fois une nouvelle petite histoire et c'est passionnant parce que tu t'ennuies pas une seule seconde. Je me suis pas ennuyée en 700 pages, oui, non je dis n'importe quoi, c'est 434 pages. Je me suis pas ennuyée un seul instant, j'en voulais encore. À la fin je me dis oh je veux encore d'autres personnages. C'était passionnant parce que tu découvres à chaque fois des nouvelles choses et tu essaies de voir des liens avec les personnages précédents. Donc pour moi ça a été encore une excellente lecture. Je pense qu'il fera partie de mes livres préférés de l'année 2018 pour l'écriture, pour son rythme et surtout pour ses personnages vraiment passionnants, tous plus sombres les uns que les autres. Alors j'ai adoré les petits clins d'œil à Elena. En fait véritablement c'est plutôt Elena qui a des clins d'œil à Les loups à leur porte puisqu'il est sorti avant, mais moi j'ai adoré retrouver des choses dont j'avais déjà entendu parler. J'ai vraiment adoré. C'est pas obligé d'avoir lu Elena hein, mais c'est juste les petits clins d'œil sont chouettes. Il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-uns. J'ai adoré cette lecture. Moi la seule chose c'est que à la toute fin il y avait deux personnages je trouvais qui étaient vraiment horribles, des personnages épouvantables, et je trouve que ça faisait un petit peu trop de malheur, un peu trop d'horreur en fait, puisque chaque personnage est confronté à une certaine dose d'horreur d'une manière ou d'une autre, et les deux personnages, je sais plus lesquels, je crois qu'il y a un Martin que j'ai trouvé pas inintéressant mais inutile un peu dans l'histoire. Ça faisait un peu une surenchère de encore un personnage dramatique, ça faisait beaucoup, et un autre personnage, un jeune homme voilà, j'ai trouvé, à part ces deux personnages, ces deux petits chapitres que je trouvais de trop, alors de trop de par leur place dans le roman, mais en fait ils auraient été au début, je les ai retrouvés très bien. C'est juste qu'à la fin je me disais bon, on veut un peu de bonheur, un peu de joie à la fin de cette lecture. Et oui, donc ça a été une excellente lecture que je vous conseille vivement. Ensuite je viens vous parler de L'Égaré de Donato Carisi, qui est en fait le troisième volume de la saga Le Chuchoteur. Alors le Chuchoteur, puis L'Écorché, puis ensuite L'Égaré. C'est pas forcément indispensable pour moi d'avoir lu Le Chuchoteur. J'ai pas lu L'Écorché, je m'en suis très bien sortie. Il n'y a aucun rapport avec les autres romans. Peut-être certaines petites choses que vous ne saisirez pas dans le livre. Voilà, je vous conseille évidemment de lire Le Chuchoteur parce que Le Chuchoteur est très bon, et de passer directement à L'Égaré parce que L'Écorché je l'ai pas lu et je m'en fous en fait, je vois pas le lien. Peut-être qu'il y en a un mais je vois pas en tout cas. J'aurais même pu le lire sans avoir lu L'Écorché, Le Chuchoteur, et je pense que j'aurais pu comprendre. Donc voilà, sauf une petite chose je pense. Voilà, alors je vais passer au résumé de ce livre, puisque au tout début du livre nous avons une jeune fille qui se fait enlever. Donc elle est dans la rue, elle se promène et puis elle voit dans un camion, dans une camionnette, elle s'approche de la camionnette et elle voit quelque chose de très étrange et on sait qu'elle disparaît.
Je vous en dis pas plus parce que je sais que souvent quand on résume ce livre, on dit un petit peu ce qui se passe juste après. Et moi justement, ce qui a fait que j'ai adoré, c'est que je ne savais pas ce qui se passait juste après. Donc je dis pas plus. Voilà, je dis pas plus que cette jeune fille s'est fait enlever. J'ai complètement adoré cette lecture. Encore une très très bonne lecture, vous allez me dire que je deviens de moins en moins difficile. Mais non, je pense qu'aussi j'arrive à choisir plus facilement... j'arrive à mieux choisir aussi les livres que je lis. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'était passionnant, c'était haletant, c'était dynamique, l'écriture était vraiment sympa. Voilà, déjà j'ai trouvé l'intrigue très intéressante, ça donne envie de découvrir la suite, c'est page turner au possible. J'avais besoin en plus d'un livre comme ça à ce moment-là, donc c'était parfait. J'ai adoré le personnage principal qui est un détective privé, un des personnages principaux qui est un détective privé. J'ai adoré le début, il y a déjà une révélation au début, celle que certains révèlent en fait, mais je conseille de ne pas le faire. Il y a déjà une révélation au début à laquelle je ne m'attendais absolument pas. Au niveau des révélations, à la toute fin, il y a quelque chose de génialissime, que je trouve génial. Le style est intéressant, j'ai aussi aimé, alors c'est débile mais le format, c'est super agréable à lire, c'est pas écrit trop petit, on tourne les pages facilement, c'est une prise en main agréable, enfin, vraiment, c'était vraiment un bonheur de lecture ce livre. Alors pour moi, il y a quelque chose que j'ai relevé et dont j'ai parlé un petit peu dans un vlog de lecture, c'est la fin. Alors je trouve que souvent, dans les thrillers, certains écrivains, et je pense que je ferais pareil hein, si j'écrivais un thriller en tout cas, vont très vite pour faire la fin et ne prennent pas de temps pour expliquer bien exactement ce qui se passe, parce qu'à la fin il y a souvent des révélations, il y a souvent des choses qu'on doit comprendre par rapport à tout ce qui se passe. Il y a vraiment des choses, bah voilà, j'ai compris enfin ce qui se passe, et je trouve que souvent, ça arrive souvent que l'auteur ne prenne pas assez de temps pour expliquer ce qui se passe. Du coup je me suis retrouvée avec une fin pour moi un petit peu brouillon. Alors je parle pas de la toute fin qui est géniale, je parle de la fin avant. La résolution de l'enquête pour moi n'est pas assez concrète. Donc quand j'ai fini cette résolution de l'enquête, je me suis dit, est-ce que je suis bien sûre d'avoir compris? J'ai dû prendre des notes pour écrire chaque personnage, faire le lien, machin chouette, pour comprendre, parce que j'étais pas certaine d'avoir tout compris tout de suite. Donc pour moi, il m'a manqué une explication en plus. Ou alors je suis complètement débile, hein, c'est possible aussi. Hein. Ou alors aussi, quand t'es très fatigué, t'as besoin d'en savoir un peu plus. Et je préfère en fait qu'un auteur passe un peu plus de temps à réexpliquer sa fin, à passer plus de temps sur sa fin, plutôt que d'aller très vite, parce que l'auteur, pour lui, c'est clair, sa fin. Mais pour nous, lecteurs, pas toujours. Et moi, c'est ce que j'ai eu comme petit souci avec la fin. J'ai dû tout noter, et je pense que c'est pas normal de devoir noter tout ce qui se passe dans un livre pour comprendre. Voilà. Même si la fin en soi elle est chouette, il y a aussi certaines choses qu'on peut facilement deviner si vous êtes familier du genre, du thriller. Si on cherche un petit peu, je pense qu'on peut facilement deviner certaines choses. Ensuite, je viens vous parler de Serre-moi fort de Claire Favant, puisque ben voilà, nous étions dans le Black November. Alors à ce moment-là, je sais pas, nous on n'était pas encore dans le Black November, mais j'étais vraiment dans une phase, je veux lire du thriller, laissez-moi tranquille avec du thriller, je veux rien lire d'autre, je veux pas lire d'autres genres, donc voilà. J'ai lu Serre-moi fort de Claire Favant, publié chez Pocket. Le livre précédent, c'était Kalman Levy. Alors j'ai lu ce livre parce que il fait partie des 12 livres que je voulais avoir lus en 2018. Et j'ai un peu regardé ma liste des 12 livres et c'est le seul que j'ai lu. C'est un peu débile, j'ai fait ça début 2018. J'ai fait une photo des livres que je voulais absolument avoir lus en 2018. Et donc j'ai lu celui-là. Et les autres, oublie quoi, c'est impossible. Enfin, c'est des trucs, c'est des classiques, des machins. Je les ai pas lus, tant pis, c'est pas grave. Alors, Serre-moi fort, de quoi ça parle? Ça parle d'une petite famille, un garçon, une fille et deux parents. Et au début du livre, la fille disparaît. Donc nous rencontrons le personnage principal qui est le frère de cette jeune fille qui subit la disparition de sa sœur, qui subit la réaction de ses parents et le fait que ses parents en fait en ont un peu rien à foutre de lui, puisque les parents vont devenir des véritables épaves et lui il va s'occuper de ses parents pour essayer qu'ils survivent, parce qu'ils sont vraiment dans le malheur, et lui il veut essayer de reprendre sa vie en main et de passer au-delà de cette disparition. Parce que lui, il est jeune, il a envie d'aller à l'université, il a envie de découvrir des choses, et il se rend compte que ses parents ne s'occupent pas de lui. Déjà, au départ, ses parents,
c'est pas des parents exemplaires, hein, puisqu'on voit clairement qu'il y a une préférence pour la jeune fille. Mais depuis qu'elle a disparu, ils en ont rien à péter du fils. Le fils, c'est juste un intrus, quoi. Du coup, il y a une enquête sur la disparition de la sœur du garçon. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Le livre est partagé en 3 grosses parties très différentes au niveau de la narration, au niveau du rythme aussi, au niveau des personnages. C'est très différent. Donc c'est un livre pas commun. Un livre, quand vous le lisez, voilà, c'est pas un livre qui reprend les éternels carcans du thriller, tout ce qu'on retrouve, les éléments de l'enquête, parce qu'une enquête policière, c'est pas un livre, une enquête policière conventionnel, c'est vraiment très différent, c'est très atypique et c'est ce que j'ai trouvé très intéressant de ce roman. C'est un livre littéralement qui se dévore, moi je l'ai dévoré du début à la fin, j'ai vraiment... ouais, j'ai tout déglingué quoi, je l'ai lu super vite, je pense que je l'ai lu en une après-midi quand j'avais le temps. Voilà, j'ai vraiment passé un moment waouh, assez fou avec cette lecture. J'ai vite eu du mal avec le personnage de Nick parce que c'est un personnage qui se plaint beaucoup. Alors je comprends hein, qu'il se plaigne dans ces situations, ses parents le rejettent, machin, mais il le répète tout le temps quoi. Donc à la fin t'en as un petit peu marre, tu te dis bon c'est bon gars, vois la vie du bon côté, même si c'est compliqué dans sa situation, étant donné que sa sœur a disparu, que ses parents sont vraiment épouvantables avec lui. Mais oui, c'est un personnage qui m'a vite agacée. À la fin de la première partie, on a une révélation. La deuxième partie est complètement différente, la troisième partie également. Et moi, j'ai été déjà un chouïa déçue par une chose, c'est que la première révélation, je l'ai complètement devinée très vite. J'étais dégoûtée, vraiment, j'étais vraiment dans un état presque de colère. Je me dis mais c'est pas possible, j'ai deviné ce truc, et du coup ça a fait que j'étais déçue quoi. Je me dis mais pourquoi en plus j'ai pas trop cherché, enfin ça m'énerve de deviner les trucs et c'est pas question d'intelligence, ce serait vraiment pas ça, rassurez-vous, c'est vraiment peut-être à force de lire du thriller on commence à deviner des trucs et moi j'arrive pas à me mettre dans un état d'esprit où je ne devine pas les choses, je réfléchis, je ne peux pas m'en empêcher et je pense que c'est pour ça que j'ai deviné. Et le fait justement qu'on change un petit peu, que la suite change, la deuxième partie change un peu, ça m'a fait du bien. Parce que je retrouvais une autre narration, d'autres personnages, je trouvais ça vraiment intéressant. Et la fin de la deuxième partie m'a complètement perdue. Elle m'a perdue, Claire Favant, parce que tout d'un coup, elle nous fait une action épouvantable, je ne vous dis absolument pas dans quelle situation, mais qui n'a absolument rien à voir avec le reste, qui sort tout d'un coup un truc épouvantable. Je me dis mais qu'est-ce que ça vient faire là? Qu'est-ce que ça vient se mettre dans ce roman? Ça fait un truc complètement fou. Et là, elle m'a complètement perdue et c'est là que je me suis dit mais non, j'avais l'impression que c'était du glauque pour du glauque quoi. Cette scène, pourtant je suis pour les scènes glauques et tout, tant qu'elles servent au roman, et là je n'ai pas compris l'utilité de cette scène, à part peut-être qu'il y a une raison, la troisième partie, mais c'est tout. Et du coup je pense que c'est ça qui a fait que... Alors une déception, ça fait mal de dire que c'est une déception parce que j'ai trouvé le livre hyper original, ça change, mais... il y avait quand même cette scène, je l'ai trouvée vraiment épouvantable pour rien. À part peut-être, elle aurait pu faire la troisième partie d'une autre manière, quoi. Je peux pas vous en dire plus, hein, c'est un thriller au final. Donc voilà, vous en savez plus sur mon avis sur Serre-moi fort de Claire Favant. Je peux pas vous en parler beaucoup plus, ça reste un thriller, on peut pas non plus analyser le thriller dans un point lecture. Donc voilà. Après plusieurs romans un peu glauques, je me suis lancée dans une lecture un petit peu plus soft, dans un livre contemporain que j'avais acheté suite aux recommandations. Alors ça, je pense que c'est Bookstagram, une photo qui était passée et le résumé m'avait beaucoup tenté. C'est Le Confident de Hélène Grémillon. De quoi nous parle ce livre? On va suivre l'histoire d'une jeune femme. Cette jeune femme, au début du livre, vient de perdre sa mère et elle reçoit beaucoup de lettres de condoléances des gens voilà, qui viennent exprimer leur regret sur la mort de cette mère. Et elle reçoit une lettre un peu bizarre, une lettre très lourde. Elle commence à la lire et elle voit que c'est un certain Louis qui lui écrit. Et elle se rend compte que ce qu'il écrit, c'est une histoire en fait, il raconte une histoire. Et elle ne voit absolument pas le lien avec les lettres de condoléances. Du coup, elle imagine que c'est, puisqu'elle travaille, je pense, dans une maison d'édition, elle imagine que c'est un roman qu'un écrivain lui envoie pour essayer d'être pris dans la maison d'édition. Mais elle va être quand même touchée par cette histoire et elle va continuer à le lire.
Et elle va continuer à le lire et on va découvrir l'histoire de ce Louis. Ce Louis qui raconte l'histoire d'une autre jeune fille. J'ai trouvé que c'était une très belle histoire. C'est déjà fait d'une manière très intéressante. On a plusieurs narrations qui viennent se compléter. Donc la jeune femme qui a perdu sa mère au présent. On a le personnage de Louis. Et on a de temps en temps, Louis, il parle de ce qu'une autre personne lui dit. Du coup, on a aussi le point de vue de cette autre personne. Et au final, je pense qu'on a 4 points de vue. Puisqu'on a une lettre à un moment. Je ne sais plus, on a plusieurs points de vue qui viennent raconter une histoire et qui viennent compléter cette histoire. On a donc des éléments qui se passent pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on sait qu'il y a des mystères, des secrets à propos de cette Seconde Guerre mondiale. Et on a surtout un personnage, Anna, je pense que c'est Anna, Camille, non, Camille, Anna... Annie! Oh, j'étais pas loin! On a un personnage, Annie, qui se retrouve à avoir une relation avec une femme de la haute société, et alors qu'elle, Annie, c'est une fille de la rue, c'est une fille qui n'a pas beaucoup d'argent, et c'est une fille qui aime bien dessiner, qui aime bien peindre. Et elle va se retrouver en relation avec cette femme, et elle va être souvent invitée dans la maison, la haute bâtisse de cette femme, et ils vont instaurer une relation d'amitié. Et je peux pas vous en dire plus, parce que c'est ça qui est mystérieux dans ce livre, c'est cette relation. Alors j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très bien écrit, c'est très beau. J'ai tout de suite senti que ce livre pourrait faire un film extraordinaire. J'ai vu toutes les scènes, notamment une scène que je trouve absolument géniale. Je l'ai vue en film. Je me suis même demandé si je ne l'avais pas déjà vue en film parce que ça me semblait tellement évident comme scène, tellement beau, tellement poétique. Je me suis dit ça en film et que ça doit être juste épique quoi. Oui, c'est une histoire basée sur les non-dits et c'est ça que j'aime beaucoup. La seule chose, c'est que j'étais parfois perdue au cours de la narration. Louis parle de choses et puis je sais plus à quel moment il est dans la narration. C'est quelque chose qui me revient assez fréquemment dans mes lectures. Parfois je me perds. Et là je me suis un petit peu perdue dans la narration de Louis. Je savais pas s'il parlait au présent ou au passé, puisqu'il parle plusieurs fois de la même personne. Louis parle d'une personne qu'il a rencontrée et puis qu'il a revue plus tard, et puis je savais plus si c'était le moment où il la revoyait après la guerre ou avant ou pendant. Je savais plus. Il y a un point de vue dans le livre qui est édifiant, qui est complètement éclairant sur toute l'histoire, que j'ai trouvé vraiment génial. Voilà, pour moi ça a été une très très bonne lecture, une très belle découverte. Je peux pas vous en dire de nouveau beaucoup plus, mais ouais, c'était une très très belle lecture, c'était très beau et ce serait tellement beau en film. Ça a peut-être déjà été fait, mais c'est vraiment très très bien. Ainsi, je viens vous parler du Miroir des âmes de Nicolas Feuze, publié chez Slatkin et compagnie. C'est un livre que j'ai reçu du coup de la part des éditions Slatkin. Je l'avais demandé puisque le roman Aurora Borealis de l'auteur avait été un quasi coup de cœur, avait été une excellente lecture avec une révélation géniale, avec une ambiance, avec un style. J'avais adoré. Voilà, du coup j'ai demandé ce livre qui est sorti voilà, chez Slatkin, qui est une très bonne maison d'édition. Je ne vais pas de nouveau vous en reparler, hein, je vous en ai déjà beaucoup parlé. Alors ici, de quoi on parle? On est sur un attentat. Il s'est passé un attentat et dans cet attentat, il y a eu de nombreux blessés, des morts je pense. Et on va retrouver un magistrat qui se réveille dans une chambre d'hôpital et il a perdu la mémoire. Il se réveille et il sait plus trop, il se souvient plus de l'attentat en fait. Et la police vient lui poser des questions et lui il sait pas trop répondre parce qu'il se souvient même plus de qui il est. Il y a seul sa greffière vient lui rendre visite régulièrement et c'est tout. Au tout début du livre, j'ai oublié de vous dire qu'on a une scène complètement glaçante d'un flic qui se fait prendre par un serial killer. Un serial killer qui lui ouvre la bouche et qui lui coule du verre en fait de Burano dans la bouche et du coup il meurt hein, le gars. Voilà, c'est pas faire autrement. C'est la première scène complètement choc. Qui vient te mettre dans l'ambiance, qui vient te dire ok, on n'est pas dans un livre chuchote quoi, c'est bien trash déjà dès le début. Du coup dans ce livre on se demande si ce fameux Vénitien, qui est ce serial killer, qui est ce gars qui a tué le flic au tout début, ne serait pas en rapport avec l'attentat qui a eu lieu, puisque le procureur a quand même une balle en verre dans le corps. Donc on se demande s'il n'y a pas un lien entre ces attentats et ce serial killer. Alors, on rencontre également un personnage qui est une prostituée et on voit que, mon Dieu, dans le monde des prostituées dans cette histoire, c'est épouvantable. Voilà, et je vous en dis pas plus, il y a notamment une scène dégueulasse d'une
ouais, de torture sur une femme, qui est une scène en fait que j'ai toujours redouté de voir dans un livre. Pourtant je sais en lire des choses horribles, mais cette scène là je me suis dit j'espère que je la retrouverai jamais dans un livre. Je l'ai retrouvée, du coup j'étais pas à l'aise quand même en lisant ce livre. Alors j'ai adoré le rythme, le style, j'ai passé un très bon moment. Moi ça serait pas un coup de cœur, je vous expliquerai un petit peu pourquoi. J'ai beaucoup aimé l'histoire, très intéressante. On a des révélations finales qui sont très intéressantes, des retournements de situation que j'ai pas forcément vu venir. Certains j'ai vu, d'autres pas, donc c'est ça que j'ai bien aimé. On a un style vraiment chouette que je retrouvais dans Aurora Borealis, que j'ai retrouvé ici. Pour moi, le livre est peut-être un peu court. Il fait 260 pages et il m'a manqué un peu plus d'approfondissement de certains personnages. Il y a beaucoup de noms dans ce livre, des gens qui travaillent pour l'État, des gens qui travaillent chez les flics, des gens qui travaillent dans voilà, tout ce qui est juriste et tout ça. Et tous ces personnages, je les confondais. Je n'arrivais plus à dire qui est qui parce qu'on passait pas assez de temps pour les décrire et du coup moi je les confondais absolument tous. Tous les personnages je les confondais à part 2 ou 3. Et donc à la fin, il y a certaines choses que j'ai pas comprises. Bah, c'est pas que je les ai pas comprises, c'est que j'ai pas tout à fait saisi l'ampleur de ce qui se passait parce que je savais plus qui était qui. Je me dis mais en fait on parle de qui au final? J'ai dû revenir en arrière, je me dis ah oui, telle personne, machin, truc. Mais il y a un fouillis en fait avec les noms de personnages. Alors peut-être est-ce dû au fait que... Aux fesses, mais oui, bien sûr. Peut-être est-ce dû au fait que je lis très vite, moi les thrillers c'est peut-être ça. Mais quand même, enfin, j'étais perdue, je me dis bon bah je suis pas sûre d'avoir compris parce que je comprends plus qui est qui, je confonds tous les personnages, ils ont tous des noms qui se ressemblent et du coup bah voilà. C'est ça le truc qui fait que ce sera pas ma meilleure lecture, mais sinon c'est un bon thriller, t'as des chouettes révélations vraiment intéressantes auxquelles j'avais pas pensé, qui sont vraiment chouettes. Donc oui, c'est un bon livre qui aurait mérite peut-être avoir 100 pages de plus pour avoir un approfondissement des personnages et peut-être un livre plus épique en fait, puisqu'on aurait plus de temps avec ces personnages, on ressentirait encore plus d'émotions. Ici j'ai pas eu énormément d'empathie pour les personnages à part le personnage de la prostituée, donc oui, ça manquait peut-être encore des pages en plus. Voilà, peut-être qu'ils vont le faire pour la sortie poche, j'en sais rien. Ensuite, on va parler d'un livre pour lequel je ne vais pas parler longtemps parce que bah, c'est un petit livre jeunesse qui se lit très rapidement pour le coup, ça fait partie des livres un peu moins glauques. Il s'agit de Amelia Fang et le bal barbare de Laura Ellen Anderson, publié chez Casterman. Alors, ils m'ont envoyé ce livre, je ne l'avais absolument pas demandé. Et quand je l'ai reçu, je me suis dit oh c'est chouette, je vais pouvoir le lire pour Halloween. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Je crois que je l'ai lu le 1er novembre ou quelque chose comme ça. C'est une histoire, ça parle d'une vampirette qui vit dans sa famille de vampires, donc ses parents sont des vampires, elle a un animal de compagnie, enfin une citrouille en fait de compagnie, un serviteur qui s'appelle Boo, elle fait partie de la haute société et chaque année ils organisent dans sa famille le bal barbare et elle en a un petit peu marre parce que c'est un bal qui n'invite que des adultes. Sauf que cette année il y a un invité inédit puisqu'il s'agit du roi et de son fils. Et elle va faire la connaissance du fils et ce fils est juste épouvantable. Il va notamment lui voler sa citrouille de compagnie, il va être exécrable avec elle. Donc oui, c'est un sale type quoi. Hein. Voilà, j'en dis pas beaucoup plus. J'ai bien aimé, c'était hyper distrayant. J'ai bien aimé le fait qu'on ait... en fait qu'ils aient peur de tout ce qui est mignon, les chats mignons, les licornes et tout ça, ils ont un petit peu peur du monde féerique. J'ai bien aimé pas mal de choses. Bon, enfin c'est vraiment un livre très 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 jeunesse, donc bien sûr il y a des côtés très gnangnang, surtout la fin que j'ai trouvé un peu mièvre, un peu beaucoup mièvre. Mais bon, on est quand même sur un livre jeunesse, on n'allait pas faire un cliffhanger qui tue tous les personnages pour des enfants de 8-9 ans peut-être. Donc voilà, ça c'est à titre personnel, j'aime bien quand il y a des fins un peu horribles. Mais oui, c'est un livre jeunesse, donc je ne vais pas m'attendre à ça. Mais la fin est quand même un peu gnangnan, un peu guimauve, tout ça, tout ce qui va avec. Mais j'ai bien aimé l'univers, j'ai bien aimé les petits dessins, j'ai bien aimé les personnages que j'ai trouvé très sympas, très mignons. C'est loufoque, c'est mignon, voilà, je vous conseille si vous avez des enfants. Ensuite, on vient parler d'une grosse déception que j'ai eue. Je vous en ai parlé sur Instagram, je vous en ai parlé un petit peu sur pas mal de réseaux sociaux. On va parler d'un livre que j'ai acheté après un long moment sans beaucoup acheter de livres.
j'avais acheté, j'ai décidé d'acheter un grand format. Je me suis dit, oh, j'ai envie de me faire plaisir, j'ai envie de m'acheter un grand format, c'est chouette d'acheter des grands formats. Je me suis fait plaisir et je l'ai amèrement regretté, surtout qu'en plus c'est un livre que j'ai demandé à la maison d'édition et je l'avais demandé en même temps qu'un autre, ils m'envoyaient l'autre en attendant et en fait, voilà, j'ai regretté hein, tout ça. Il s'agit des Fils de la poussière de Arnaldur Indridason, publié chez Métayer Noir. On découvre un personnage, dans quelle année? On est en 1900, non pardon, pas du tout. On découvre un personnage qui va rendre visite à son frère Daniel. Son frère Daniel est dans un hôpital psychiatrique et il dit beaucoup de choses très bizarres. Enfin, il est fou, hein, c'est pour ça qu'il est dans un hôpital psychiatrique. Et au tout début du livre, son frère se suicide, saute par la fenêtre. Voilà, il meurt. Mais en ayant dit une phrase assez énigmatique. Parallèlement, il y a un autre personnage qui est ligoté à une chaise et qui va brûler vif, ou il va être brûlé vif par quelqu'un. Et donc, on va un petit peu découvrir l'histoire de ces personnages et s'il n'y aurait pas un lien entre ces deux morts. Il y a une sorte d'enquête, on découvre des choses, des révélations, etc. Voilà. Alors, j'ai mis, dans mes notes, j'ai mis plus une chose. Et moins, j'ai mis ch'tac, 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 plein de choses. Donc, première chose, l'histoire est intéressante. Il y a une révélation à la fin que j'ai trouvée vraiment intéressante, vraiment chouette. Et voilà. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais sinon, première chose, les dialogues. Je n'ai pas du tout accroché. Bah déjà au style, au départ, je trouvais ce style très maladroit. Je me suis dit peut-être que c'est le fait que c'est une traduction d'un livre islandais, peut-être que je ne suis pas habituée. Voilà, j'ai mis ça sur le compte. Que ce soit une traduction d'un livre islandais, c'est peut-être assez spécial, j'en sais rien. Il s'agit du premier livre de l'auteur qui a été retrouvé et qu'ils ont republié, donc voilà, il y a des circonstances atténuantes, mais waouh, les dialogues, alors j'ai eu l'impression que toutes les phrases des gens étaient des prétextes pour faire avancer l'enquête. Donc on a une femme notamment, la sœur d'un mort qui parle, qui explique des choses et tu sens que c'est des phrases toutes faites pour faire avancer l'enquête et pas du tout une personne qui s'exprime. J'ai ressenti ça à de nombreux moments. J'ai pas du tout compris la psychologie des personnages qui n'était pas du tout crédible. Tous les personnages, au tout début, le gars, son frère se suicide, lui il rentre chez lui, boit un verre de vin, puis tout d'un coup il se rend compte, en fait mon frère s'est suicidé. Bah oui, il s'est suicidé, gars, on l'avait compris. Bah bref, il y a pas mal de choses dans la psychologie des personnages que j'ai pas compris, ce qui n'était pas crédible. Alors je me dis peut-être que c'est parce que c'est des Islandais, le gros cliché bien raciste, hein, mais pas du tout. Non, je me suis pas dit ça quand même, mais j'ai oui, il y a un côté assez froid en fait. Là, peut-être c'est le fait que ce soit un roman islandais, une traduction, machin, on a une certaine distance, je ne sais pas. Mais en tout cas, la psychologie des personnages n'était pas du tout crédible pour moi. Aucun. Aussi également, une femme, son frère est mort, voilà, s'en fout. Bon, pour un personnage, ça peut être excusé, mais pour plusieurs personnages comme ça, de manière assez récurrente, ça commence à être un peu bizarre. Au niveau des personnages, il y a cette distance qui fait que j'ai ressenti aucune empathie pour les personnages. Ils pouvaient souffrir de toutes les manières qu'ils pouvaient. J'en avais absolument rien à péter. Le héros, il pouvait voilà, subir les pires horreurs. J'en avais rien à péter parce que j'avais aucune empathie pour ces personnages. J'ai ressenti... il n'y avait aucune surprise dans ce livre, à part peut-être la fin, avec une révélation, mais je me suis pas fait... Ouah, parce que en fait, j'ai lu ce livre comme si c'était un peu un calvaire. En fait, je me suis forcée à le lire parce que, de 1, je déteste ne pas terminer mes lectures. De 2, c'est un livre que j'ai payé prix plein, donc je comptais quand même le lire jusqu'au bout. De 3, je déteste ne pas terminer un livre parce que je peux pas vous en donner mon avis de manière crédible. Enfin, je peux pas décemment vous parler d'un livre dont j'ai lu que la moitié. Je préfère lire jusqu'au bout et vous dire, bah voilà, ce livre je ne l'ai pas aimé pour telle raison. Voilà, donc les 3 raisons qui font que c'était un peu un calvaire. J'ai mis longtemps, j'ai pris beaucoup de temps pour lire ce livre et ouais, le style était fameusement maladroit. Donc voilà, pour moi c'est une déception. C'est pas pour ça que je ne vais pas lire d'autres livres de l'auteur parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un premier roman qui est sorti alors que je pense qu'il n'était pas censé sortir. Il en a écrit d'autres par la suite qui ont un petit succès. Donc moi j'ai envie d'en savoir un peu plus sur l'auteur, découvrir d'autres de ses livres. Mais celui-là, je vous le conseille pas, tout simplement. Ne le lisez pas. On va passer vite fait à une lecture que j'ai faite juste après ce fameux livre. Il s'agit de Quand on parle de loup de Julie Goisset, publié chez Belfond. C'est un livre que j'ai lu dans le cadre du Black November, mais en fait c'est pas du tout un livre sombre. Je pensais de par le sujet abordé, je pensais que ce serait un livre très très sombre et en fait pas tellement.
On est sur un livre au style très poétique, beaucoup de répétitions de phrases, beaucoup de sonorités qui se ressemblent. C'est très beau au niveau du style. Je suis en train de donner mon avis, j'ai même pas résumé. Donc on va suivre le personnage de Lou qui est une maman de 2 enfants et qui va quitter son mari du jour au lendemain. Elle se rend compte qu'elle n'est pas heureuse dans son couple, elle va le quitter, elle va vivre sa vie, ses enfants vont lui rendre visite. Et un jour elle va rencontrer une jeune femme sous laquelle elle va tomber complètement sous le charme, complètement amoureuse, et on va voir un petit peu les changements des réactions des personnages. Donc les personnages, comment ils vont réagir face à sa nouvelle situation, le fait qu'elle soit en couple avec une femme, les gens dans la rue, les gens, les commerçants, machin, enfin voilà, le regard sur l'homosexualité, les remarques d'homophobie ordinaire qui doivent être absolument épouvantables. Voilà, il y a ce genre de choses, ce genre de sujet est abordé. Des phrases du type ah oui, mais tu sais, ça change rien pour moi, j'ai des amis homosexuels, donc tout va bien. Ou le genre de phrase du type ah, mais justement, j'ai une amie homosexuelle, je devrais vous faire dîner ensemble, comme ça, il y aurait, bah oui, forcément. Hein. Voilà, hein, puisque on est homosexuel, on est d'office, enfin, on va d'office s'entendre, hein, puisque voilà, c'est logique. D'autres phrases du type ça change rien pour moi, bah ça devrait. En quoi ça changerait quelque chose pour toi que je couche avec une femme ou avec un homme? Bref, le genre de phrase qui est bien ralente, que je peux comprendre que ça fait usant d'entendre au fur et à mesure tous les jours. Bref, c'est pas mal abordé dans le livre. Alors moi j'ai beaucoup aimé l'écriture, c'est très poétique, c'est très beau. Moi j'aurais voulu en savoir un petit peu plus sur la relation entre Lou et son mari. On n'en sait pas beaucoup, elle quitte son mari comme ça et ça a l'air facile en fait au final. Ça va vite, elle quitte son mari, ses enfants n'ont pas l'air d'être trop chamboulés par cette histoire. J'aurais voulu en savoir un peu plus sur sa relation avec son mari, la raison pour laquelle elle le quitte. On en comprend des choses, hein, mais ça fait un peu cliché en fait. La manière dont on dit que son mari se devait la tromper, on n'est pas trop sûr, mais ça devait être un peu ça. Mais on n'en sait pas plus. Il n'y a pas énormément de détails dans ce livre puisque c'est une écriture très belle, très lyrique en fait. Je pense que c'est ce qui est important dans ce livre. Du coup je trouve qu'il y a certaines choses qui ne sont pas assez approfondies. Je trouve en fait ce livre aurait mérite d'avoir encore 100 pages de plus. Alors bah oui, moi je suis comme ça, j'aime bien quand il y a plus. J'aime bien les livres courts. Ici c'était court, c'était beau, mais j'aurais voulu encore 100 pages de plus pour avoir un peu plus d'approfondissement, pour fouiller un peu plus ces personnages qui sont absolument pas fouillés. Je pense que c'était pas le but du livre en question, de fouiller ces personnages, mais moi j'aurais voulu les connaître un peu plus. À titre personnel, j'aime bien en savoir plus sur les personnages. C'est écrit comme un conte, c'est écrit parfois comme un poème, c'est le côté très atypique de ce roman. J'ai beaucoup aimé la sensualité de la relation entre Lucie et Lou, c'est très beau. J'ai été subjuguée par le personnage de Lucie, c'est une sensualité inouïe. Ouais, très beau, très belle relation, mais j'aurais voulu en savoir un peu plus quand même. Moi, j'aurais voulu passer plus de temps au sein du couple de départ. J'aurais voulu passer plus de temps avec Lou en tant que femme célibataire. J'aurais voulu passer plus de temps avec Lou, avec sa nouvelle rencontre. J'aurais voulu passer plus de temps avec ces personnages. C'est la seule chose qui m'a manqué. C'est un point positif parce qu'on a envie d'en savoir plus, mais aussi négatif parce qu'on est frustré. Et à la fin de ces lectures, je me dis mais je suis frustrée, je veux en savoir plus. Ensuite, je viens vous parler vite fait. J'ai l'impression de dire ça depuis le début, mais au final le temps avance et c'est pas vraiment vite fait. Je viens vous parler d'une lecture très courte également. Il s'agit de Tu me plais de Jacques Expert, qui est un roman qui nous parle d'un personnage, Vincent, qui est dans le métro et qui voit un peu plus loin, là il y a une jeune fille qu'il trouve très séduisante et donc il va s'asseoir près d'elle et voilà, ça commence comme ça. On se doute, c'est un thriller, il va se passer des choses. On va découvrir un peu plus sur la nature du personnage de Vincent, mais aussi sur le personnage de Julie, je pense, la jeune femme, Stéphanie plutôt. Hein. Et on a aussi un point de vue extérieur, omniscient, on va dire, qui sait tout, qui sait déjà ce qui va se passer, qui nous donne des indices. Et du coup, c'est assez marrant parce que ce point de vue prend le temps de mettre en évidence le détail, le fait que des petits événements peuvent en causer d'autres, le côté, l'effet papillon, hein, le fait que si tu n'as pas renversé cette personne, si tu n'avais pas renversé cette personne dans la rue, tu n'aurais pas rencontré, tu n'aurais pas été en retard et donc tu n'aurais pas provoqué telle ou telle réaction. Et le côté effet papillon, les petites choses, les petits hasards de la vie qui font que les situations peuvent changer du jour au lendemain.
C'est un livre donc qui nous met dans un thriller, c'est un thriller hein, assez oppressant parce qu'on sait assez vite hein, qu'il va se passer quelque chose, on ne sait pas comment, on ne sait pas comment ça va finir, on ne sait pas, il y a des choses qui changent. C'est assez stressant comme livre, mais moi j'ai été déçue parce que bah, déjà j'attendais, c'est un livre qui fait que tu attends la fin, tu attends une révélation, tu attends quelque chose et cette chose ne vient pas. Tu es là mais pourquoi? Pourquoi? J'ai trouvé ce livre sans intérêt. Enfin, c'est un peu dur hein, de dire ça, je m'en rends compte. Mais à la fin du livre, je me suis demandé, la seule question que je me suis posée, c'est pourquoi cette fin? Pourquoi ce livre? Quelle est l'utilité? Alors un thriller n'a pas besoin d'une utilité. Mais pour moi, par exemple, Hortense, la fin, même si j'ai pas forcément adoré le livre, la fin, c'est là, ouais, trop bien. Et ici, la fin, tu te dis, mais non, je comprends pas. Voilà, pour moi ça a été vraiment une déception parce que j'attendais un truc, j'étais là, oui j'attends et au final rien du tout. Donc oui j'étais vraiment déçue par cette lecture. Ceci dit c'est bien écrit, le côté, le regard extérieur est très intéressant, c'est marrant, ça change un peu de ce qu'on peut lire, mais en soi vous allez me dire voilà qu'une fin ne sauve pas un roman et comment une fin pourrait gâcher un roman. Ben, quand tu attends que ça, hein, quand tu lis le livre pour sa fin et que tu te rends compte que la fin est ratée, ben, t'es un peu déçu quoi, et c'est un peu le cas avec Tu me plais de Jacques Expert, et justement le fait qu'on en savait autant sur les personnages, t'es là, bon bah t'as plus aucune surprise au final, et en effet, t'as aucune surprise. Ensuite je viens vous parler des deux derniers romans, il s'agit de deux romans que j'ai lus sur 2 semaines, donc je me suis retrouvée dans dans un état physique où je n'arrivais plus à lire... ou peut-être c'est les livres que je lisais, j'avais besoin d'un truc un peu page-turner et comme j'étais déjà sur 2 romans, je me voyais mal commencer 3, 4, 5 romans pour trouver le livre page-turner. Du coup, étant très fatiguée, j'étais sur des livres que j'ai mis 2 semaines à lire et pour moi c'est très long, 2 semaines. Alors, donc je vais vous parler d'abord de Au cœur de la folie de Luca D'Andrea, qui est un livre qui est sorti aux éditions de Noël au mois d'octobre ou novembre, je vous mets la date ici. Ça a été traduit par Anaïs Bouteille-Bocopsa. Voilà, c'est traduit de l'italien, hein, c'est un auteur italien qui a sorti un livre qui s'appelle L'essence du mal. C'est le livre que j'ai choisi dans la sélection de Noël, hein. Vous le savez, je pense que je suis en partenariat avec la maison d'édition de Noël, ils nous envoient leur sélection, et on choisit 1 ou 2 livres, mais comme le délai est assez court, j'essaie d'en choisir qu'un, mais souvent je choisis 2. Oui, donc j'ai choisi celui-là. Souvent je choisis des thrillers parce que ça se lit rapidement, parce que les résumés me tentent bien, et celui-là me tentait bien. Marlène, c'est la femme d'un malfrat. C'est un type épouvantable qui tue des gens, machin, une mafia, tout ce qui va avec. Et au début du livre, elle prend les saphirs précieux de son mari et elle s'en va, elle fuit. Elle va prendre sa voiture et sur l'autoroute, elle va faire un accident. Et elle va être recueillie lors de sa fuite, donc elle va être recueillie par un homme qui va l'emmener dans son, je pense une sorte de ferme, sa ferme de famille. Il va l'emmener, il va la soigner. Et voilà, donc elle va faire la rencontre de ce monsieur très gentil et elle va rester un certain moment dans cette bâtisse. Parallèlement, on va suivre le mari qui, lui, il est un petit peu furieux que sa femme ait disparu. Il se rend compte que sa femme a volé ses saphirs et donc il veut partir à la recherche de sa femme. Il va engager un homme qui est un homme, l'homme de confiance on l'appelle, qui est une arme, hein, un homme qui est censé retrouver Marlène pour en fait la tuer. Hein, voilà. Sauf que y a une révélation à ce sujet et... il y a une révélation et notre ami, le mari, il est pas dans la merde parce qu'il a l'impression d'avoir fait une grosse connerie. Voilà. Voilà, donc on est dans des quiproquos. Donc on a d'un côté cette narration, cette espèce de chasse à l'homme, puisqu'on cherche Marlène absolument. Donc voilà, il y a ce côté un peu stressant de savoir qu'on se rapproche de Marlène. Et il y a ce huis clos. Alors ce huis clos... une femme, un homme assez âgé qui a un passé semble-t-il assez étrange, parce qu'on voit qu'il a une relation très bizarre avec ses cochons. Il y en a un qui nomme Lissy, ma douce Lissy. C'est très étrange. Et elle est là un peu intriguée par ce personnage et elle s'attache inévitablement à ce personnage, ce vieux monsieur, un côté papa comme ça, protecteur.
mais il y a quand même une petite ambiance un petit peu sombre hein, dans ce roman. Et la traque de Marlène s'accélère, surtout quand on a cette fameuse révélation qui change un peu la donne. Voilà. On en sait plus sur le passé du mari de Marlène, on en apprend plus sur ce personnage qui est un peu stressant, on comprend un peu comment il est devenu ce qu'il est. On en sait un peu plus sur le personnage de Marlène, pas tellement au final, on en sait un peu plus sur le personnage de notre monsieur, le bon samaritain qui a recueilli Marlène. On en sait un peu plus, on en découvre de plus en plus sur son passé et on en sait plus à un certain moment aussi sur l'homme de confiance qui est un personnage très intriguant, très spécial, ouais, très spécial. Alors moi au début j'ai bien accroché et puis j'ai été à un moment où je ne tournais pas les pages assez vite. Pour moi j'avais envie d'avancer mais j'étais pas complètement happée par cette histoire. Pourquoi? Il était marqué entre huis clos, des montagnes et traque mafieuse en Italie au cœur de la folie nous entraîne dans une spirale de frayeur à la suite des personnages d'une noirceur fascinante. Tout ce qui est écrit là, en fait, correspond vraiment au dernier tiers du roman. Pendant les 2 premiers tiers, j'étais intriguée, je voulais savoir ce qui se passait, je commençais à m'attacher au personnage, mais j'ai mis beaucoup de temps quand même à rentrer dans cette histoire. Et ce côté huis clos, ce côté oppressant, ce côté trac, ce côté stressant, je ne l'ai ressenti que sur le dernier tiers du roman. Et c'est là que j'ai commencé à me dire « ouais, je veux savoir et tout ». J'ai lu la fin super vite, enfin voilà, j'ai dévoré quoi la fin. Mais il m'a fallu beaucoup de temps, donc cette 4e de couverture, pour moi, me laissait l'impression que tout le livre était comme ça, oppressant, stressant, et c'était pas le cas. Et j'attendais, je me dis mais quand est-ce que ça va venir? J'attends. Et voilà, donc il y a un petit peu le côté un peu faussé de cette 4e de couve, le fait que je voulais un livre comme ça, oppressant, stressant, et que je ne l'avais pas, et puis c'est venu sur la fin, j'ai dévoré cette fin. Au final, c'est un livre sur la folie, c'est un livre sur la noirceur humaine, c'est que des personnages assez noirs, des personnages vraiment intéressants, le mari, l'homme de confiance, le type, je sais toujours pas comment il s'appelle, Simon Keller, très spécial, c'est très très noir comme livre, j'ai adoré, surtout sur la fin forcément, hein, puisque mon avis vient assez à chaud, je l'ai fini hier, donc oui, avant-hier plutôt. Donc voilà, ça c'est un livre qui prend son temps et puis qui tout d'un coup change un peu de dynamique, c'est vraiment une bonne lecture, même si j'ai mis un petit peu de temps à rentrer dedans. Et je vais terminer par un livre que j'ai lu au même rythme, parce que pareil, je pensais que ce serait un livre page turner et je me suis rendu compte que dans ce style, dans cette écriture, c'était pas possible de lire ça en tant que page turner. Il s'agit de Sinestra d'Armelle Carbonell, publié chez, qui est un thriller publié chez Ring. C'est une autrice. Alors, est-ce que c'est une autrice suisse? C'est possible, hein, ça se passe en Suisse. Alors, de quoi ça nous parle? Ça se passe en 1942. Nous allons découvrir une bâtisse qui est le Val Sinestra, qui est une grande bâtisse qui accueille des enfants et des femmes rescapées de la guerre, des gens qui ont souvent des maladies, des maux psychiques un peu spéciaux. Ouais. Par exemple, il y a une petite fille qui a été accueillie parce que elle pense que sa main n'est pas la sienne. Donc tout ce que sa main va faire, elle trouve que c'est pas elle qui dirige sa main fait des choses parfois vraiment bizarres. On a une jeune fille qui est atteinte de cécité hystérique. Donc en fait elle est devenue aveugle suite à un choc psychologique. On a un personnage qui est atteint d'hypersomnie, donc qui dort tout le temps. Tu en as de la boulimie, tu en as une, enfin je sais plus trop, il y a toutes sortes de mots dans le livre. On a les mamans qui sont assez présentes. On a aussi et surtout 2 personnages, le docteur et Guillaume, qui est le maître de cette bâtisse. Alors, de quoi va parler le livre? De 3 personnages. Notre héroïne Anna, qui est la fameuse jeune fille atteinte de cécité. Son ami Valère, qui est un garçon plutôt des rues, je sais pas exactement, on n'en sait pas trop sur lui. Et la maman d'Anna, Clara. Ils arrivent dans cette bâtisse et ils découvrent cette bâtisse. Alors Anna, bien sûr, découvre plutôt avec les mains, puisqu'elle ne voit pas. Valère avec ses yeux. Clara, elle va, voilà, tout le monde, tous les 3 vont découvrir cette bâtisse, vont voir tous ces enfants qui ont été sauvés ou qui vont être sauvés par le docteur et Guillon, qui font des expériences pour un petit peu essayer de guérir tous ces gens atteints de maux.
On va vite se rendre compte très vite hein, que l'ambiance dans ce château est... Enfin, je sais pas exactement si c'est un château, enfin, regardez, de plus près. On va vite se rendre compte que l'ambiance est vraiment glauque. On se rend compte que ça va pas être des folles soirées de joie, ça va plutôt être de plus en plus angoissant, surtout quand on va découvrir le cadavre d'une maman, Rose. Au tout début, elle a été complètement éviscérée, enfin complètement de manière dégueulasse, tuée de manière dégueulasse. Et voilà, l'ambiance s'assombrit de plus en plus. On a des personnages et les enfants qui commencent à bien s'entendre, à s'attacher les uns aux autres. Il y a aussi des querelles entre enfants. On a un personnage Arthur qui a un nez un peu crochu et Valère s'attache et est tout de suite attirée par ce personnage. Voilà, on a des personnages très attachants. Ce qui est très chouette dans ce livre, première chose qui est absolument géniale, c'est l'écriture d'Armelle Carbonel. C'est très beau. C'est là tout de suite, en 2 chapitres, j'avais compris que ce serait pas un livre que j'allais dévorer parce que c'était trop joliment écrit, c'était trop beau, c'était trop bien recherché au niveau du style que je ne pouvais pas le dévorer comme ça. J'ai préféré prendre du temps. Deuxième chose, c'est qu'on a pas mal de points de vue. Donc on a le point de vue de Colette, le point de vue d'Anna en tant qu'aveugle, le point de vue d'Arthur, le point de vue de tout le monde. On a même le point de vue de Guyon qui possède ce château. On a le point de vue du château en lui-même qui lui a une identité propre. J'ai bien aimé l'alternance de chapitres, les chapitres pas très longs, vraiment très bien. Pour moi ça a été vraiment une excellente lecture, vraiment j'ai adoré l'ambiance, tout. Je sais pas encore si on peut parler d'un coup de cœur parce que je l'ai fini, alors que je vous parle, j'ai fini hier soir. Et ça a été une très bonne lecture. Je sais pas encore s'il va rester longtemps dans mon cœur. Donc on verra fin décembre hein, si je le mets dans mes coups de cœur de l'année. Mais pour moi ça a été vraiment magnifique comme lecture. Oui, des personnages, le côté thriller, c'est peut-être pas le mot qui correspond, c'est plutôt sombre, angoissant. Alors il faut savoir qu'il y a des passages assez sombres, assez dégueulasses, assez écœurants, il y a de la maltraitance enfantine, il y a de la violence, il y a des viols, il y a de la pédophilie, il y a tout. Et tu n'as pas trop de détails, c'est ça qui est intéressant avec l'écriture d'Armelle Carbonel, c'est qu'elle suggère plus ce genre de choses. Alors je vous dis tout ça pas pour vous spoiler, mais plutôt pour un warning, pour vous dire que c'est pas tout rose ce qui se passe dans cette bâtisse. Pour moi, le fait qu'elle ait cette écriture un peu métaphorique, pas trop métaphorique mais un peu poétique, fait que toutes ces choses qui se passent ne sont pas décrites crûment de manière cash comme on le fait souvent dans la littérature contemporaine. Ici c'est écrit de manière tellement poétique que par moment tu te demandes est-ce que c'est bien ça que j'ai lu. Je ne suis pas sûre. Le seul petit truc, alors je suis une emmerdeuse de première, c'est la toute fin. On a on a une révélation, je dis je pense parce que je n'en suis pas certaine, parce que j'ai lu ce livre sur 2 semaines, donc il y a un détail de la toute fin que je ne suis pas sûre d'avoir saisi, je ne suis pas certaine que c'est une révélation puisque j'ai oublié ce détail. Voilà, je l'ai oublié, j'ai recherché dans ma lecture parce que c'est, je pense, un détail que j'ai lu au tout début, il y a 2 semaines, quoi. Donc, je suis toujours en train de me dire s'il y a eu une grosse révélation à la fin ou pas. Et donc, j'aimerais en discuter avec quelqu'un qui l'a lu, ça serait cool. J'aimerais beaucoup parce que j'aimerais comprendre si ce que j'ai lu est bien ce que je pense. Voilà. Bon, je vais terminer ce point lecture parce que ça fait un moment que je parle, je commence à ne plus avoir de voix, c'est très embêtant pour donner cours demain, n'est-ce pas? Donc oui, j'espère que ce point de lecture vous aura plu, il sera très long comme d'habitude, mais comme d'habitude j'aime bien vous parler de beaucoup de lectures à la fois, très sombre, je pense que le point de lecture prochain sera aussi très sombre. Donc voilà, dans le point de lecture prochain, je vous parlerai également d'un livre qui s'appelle Miguel, de Thierry Jonquet, qui a été une de mes dernières lectures également. Je vous en ai pas parlé exprès parce que je ne l'ai pas, je l'ai prêté à mon compagnon et j'ai hâte de vous en parler. Voilà, je vous fais de gros bisous, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à bientôt. Ciao!